Donc dans un premier temps, on a donné la parole aux grands comptes et aux donneurs d'ordre afin de dresser un état des lieux de leurs besoins en matière de développement informatique et de prestations d'accompagnement. Les DSI, ce qu'ils ont besoin en termes de sous-traitance, c'est surtout une sous-traitance qui soit compétitive, une sous-traitance qui soit d'une bonne qualité de service et qu'ils puissent s'appuyer sur ces sous-traitants de façon pérenne et dans l'avenir. Nous, prestataires, on a fait un état des lieux et ce premier carrefour a permis de donner la parole à différents entrepreneurs locaux. Il en ressort en fait des réflexions stratégiques similaires et des problématiques communes, à savoir comment se diversifier ou se spécialiser pour apporter la meilleure réponse aux besoins des donneurs d'ordre, comment apporter et adapter son offre pour être le plus compétitif possible, comment renouveler ses compétences pour rester à la pointe de sa technologie, comment faciliter l'investissement et la formation en formation et en recherche et développement. Il n'y a pas ou très peu de formation informatique locale. Finalement, si on veut des experts, on était obligé d'aller les chercher essentiellement en métropole, les faire venir avec des coûts assez prohibitifs. Et comment on fait pour éviter un turnover et stabiliser ces équipes, pour éviter un turnover territorial. Les équipes passent souvent d'une entreprise à une autre, voire sont captées par les administrations. La qualité de service des prestataires locaux peut être assez hétérogène sur l'année et sur la durée. Et certains donneurs d'ordre vont directement finalement aller voir s'ils ne peuvent pas trouver la compétence hors du territoire. Donc on a commencé à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser les besoins de formation? L'idée, c'est vraiment ça, c'est de rester en adéquation entre les besoins des sociétés locales, entre le marché du développement informatique et former les jeunes de l'autre côté. Alors après, on a discuté sur les modèles d'affaires. Les prestataires ont parfois du mal à obtenir une expression claire des besoins, d'être opérationnels sur une variété grandissante de technologies. Donc en fait, ces nouveaux modèles, comme je le disais, on va citer le cloud, on va citer le SaaS, la mobilité, impliquent un accompagnement fort en fait de nos clients. Mais ces nouvelles solutions impliquent aussi d'avoir une adéquation entre les réseaux locaux et les solutions métiers qu'on met en place. Comment avoir des débits suffisants pour permettre une accessibilité aux applications de plus en plus gourmandes? Est-il possible aujourd'hui, finalement, de rationaliser et de standardiser toutes ces technologies auprès des donneurs d'ordre? Comment mieux communiquer pour dynamiser le secteur? Comment travailler en partenariat avec les opérateurs? Est-il possible, en fait, aujourd'hui, pour les entreprises du numérique, de se structurer sur forme de grappe? Donc cette grappe regrouperait l'intégralité en fait de ces acteurs pour permettre d'avoir une force et une voix unique coordonnée auprès des décideurs. Permettrait de nous renforcer notre compétitivité, notre capacité d'innovation et mutualiserait au mieux nos moyens. Voilà, ce qui nous permettrait de gagner en visibilité et en productivité. Quelles sont les attentes de nos grands comptes? Une offre un peu plus adaptée en ce qui concerne la partie service et le niveau d'expertise. Nous avons également soulevé un certain nombre de problématiques en ce qui concerne les délais. Lorsque vous avez une panne sur un matériel ou sur un système, souvent c'est entre 10, 15 jours, voire 3 semaines parfois d'attente pour réparer ce matériel, quoi. Donc travaillons un petit peu sur la réduction de ces délais, notamment en ayant une notion de stock, par exemple de pièces détachées, qui soit plus conséquent ou alors un peu plus rationalisé. Alors quels sont les enjeux à la clé? C'est forcément réduire l'internalisation des compétences chez les clients et c'est forcément aussi réduire la fuite forcément des commandes à l'extérieur du territoire. On se rend compte qu'on a de plus en plus souvent des grands groupes de la place, des grandes structures qui vont chercher des matériels à l'extérieur et qui ne font pas travailler malheureusement les entreprises locales. Les stocks, ça a un coût. Faire venir des pièces, ça a un coût. Donc forcément, effectivement, les prix sont plus élevés qu'effectivement métropole. On ne peut pas comparer un prix territoire et un prix métropole. C'est pas évident de négocier avec des grands groupes, donc des grandes marques, pour avoir des prix très spécifiques. Parfois, sur des quantités, on vous annonce parfois 5000 PC pour commencer à discuter prix. Pour vendre 5000 PC, il faut déjà y aller. Ensuite, donc, on a vraiment un vivier très limité de compétences locales. C'est lié, bien entendu, à la partie formation. Donc, il serait peut-être bien de penser
à une filière peut-être d'ingénieurs ou éventuellement Bac+4 pour élever nos compétences. C'est très important. Faire venir des ingénieurs d'Australie ou de métropole, il y a forcément un coût et forcément donc ça se ressent sur le prix du service. La partie taxe à l'importation est très importante en Calédonie. On peut aller jusqu'à du 35-40% sur certains produits et on parle bien de 35-40% sur la partie coût, achat, fret. C'est-à-dire qu'un produit que vous allez acheter 100 en métropole va vous revenir ici sans aucun problème aux alentours de 180. Donc voilà le prix de revient. Et après, on y associe forcément notre marge. Effectivement, on a de plus en plus de concurrence extérieure, notamment la partie e-commerce. Alors, quelles sont les différentes pistes que nous avons identifiées ? Donc cette notion de stop, c'est aussi améliorer la qualité de service, de manière à ce que les entreprises locales et les donneurs d'ordre ne se posent même pas la question d'aller chercher des compétences à l'extérieur, de faire bénéficier les professionnels donc de formations incluant des certifications, de l'apprentissage. Ensuite, ça serait effectivement de bénéficier d'un socle partagé de veille stratégique, économique et technologique. Ensuite, quels sont les différents modèles donc de développement ? Ça serait, je viens d'en parler, donc la partie grappe avec éventuellement le partenariat entre différents fournisseurs, les différents acteurs de la place. C'est ensuite se sensibiliser un peu plus aux nouveaux modèles, donc tels que le cloud, les solutions SaaS. Et puis surtout, bien entendu, promouvoir l'achat local, puisque qui dit achat local dit faire travailler les entreprises locales et donc du coup promouvoir l'emploi. À partir du 1er janvier 2014, en province sud dans un premier temps, tout importateur de matériel se doit de proposer à ses clients une solution de reprise des déchets, on va dire. À l'entreprise de trouver une solution, soit de destruction, soit de recyclage. La meilleure des solutions est d'adhérer à un éco-organisme qui organise la filière. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre et les pistes d'action pour la filière ? Première chose, je pense que ça a été dit maintes fois aujourd'hui, les contraintes techniques. On nous demande du multi-support, du multimédia, c'est normal. Tout le monde regarde de la vidéo et tout le monde se met aujourd'hui à produire de la vidéo. Je continue sur les pistes d'action pour la filière, en clair, plus d'échanges entre professionnels. C'est évident. On relaye les besoins de la filière auprès notamment des opérateurs et des FAI. Fédérer les professionnels locaux face aux géants de l'Internet, oui également, c'est essentiel de le faire. Aujourd'hui, on est dans un écosystème numérique dans lequel la niche a de la valeur. Améliorer les performances technologiques, bande passante, qualité de service, sécurisation. Et une chose très simple qui est apparue également, la solution de cache, à savoir la possibilité de stocker sur le territoire un certain nombre de contenus pour pouvoir y accéder plus facilement et de manière nettement plus fluide. On a parlé aussi donc du côté des diffuseurs, mais aussi du côté des créateurs de contenu. Problématique, les contenus multimédia qui sont créés localement. Donc là, effectivement, on a une vraie valorisation de la richesse culturelle. Le territoire arrive à développer une offre culturelle moderne et accessible à tous. Il faut aussi qu'on arrive à un niveau de professionnalisation de ce niveau-là. Pour répondre à des nouveaux besoins, bien évidemment, évolution des métiers, nouvelles compétences. Le financement, il est vraiment entièrement à revoir, à la fois du côté des donneurs d'ordre, mais aussi du côté des producteurs de contenu qui doivent eux aussi inventer de nouvelles formes et proposer de nouvelles pistes d'action par rapport à leurs clients. Développer les formations. Dans le cadre d'une logique de grappe, ça fonctionne bien. On mutualise les coûts. La promotion. Il faut faire la promotion. Il faut qu'on arrive à avoir une promotion à la fois humaine, donc de rencontre des gens dans des salons, participer à des salons, et également une promotion qui ne coûte pas forcément cher, mais qui doit être cohérente et pérenne, à savoir par les réseaux sociaux. Les nouveaux modèles de développement. Sensibiliser le tissu économique pour augmenter la commande. Oui, aujourd'hui, n'importe quelle institution, entreprise, collectivité se doit d'avoir de la vidéo. Et puis évidemment, le fonds de soutien. On a aujourd'hui différentes collectivités qui financent les contenus. En premier lieu, la province sud avec la CAPAC, le gouvernement également. La province nord fait aussi quelque chose, mais autant vous dire que quand on est producteur de contenu, il faut remplir les dossiers, expliquer les choses. Donc oui, un fonds de soutien de type CNC, comme on peut le voir en France, serait un vrai avantage pour la Calédonie.